Eh bien, sans l'anatomie, la chirurgie ne serait pas ce qu'elle est. Les amphithéâtres d'anatomie, avec en complément les aléas des possibilités de dissection, de découverte du corps, sont un élément sont un élément majeur dans la formation des chirurgiens. Et c'est avec plaisir que nous accueillons le professeur Philippe Marre pour nous parler des amphithéâtres d'anatomie, de cette histoire qui est assez passionnante. Et le professeur Marre est président de l'Académie nationale de chirurgie. Alors, les petits problèmes de transport ne lui ont pas permis d'être là tout à l'heure, mais c'est avec grand plaisir et nous sommes honorés de sa présence. Alors, il a une histoire aussi de chirurgien pionnier dans la chirurgie, notamment de l'obésité. Et c'est vrai que c'est un nom bien connu par nos chirurgiens montpelliérains. Je vous remercie beaucoup de votre accueil. Je suis très, très touché de cette introduction. Je vous présente mes excuses pour le retard. J'ai raté le train à 1 minute. Donc j'ai pris le suivant. Alors, oui, vous avez, et je peux avancer. À droite, vous devriez pouvoir avancer. D'accord. Donc après ces 4 présentations remarquables et passionnantes, je vais évoquer avec vous la place et le rôle essentiel des théâtres d'anatomie au XVIe et au XIXe siècle en Europe dans l'avènement de la réflexion scientifique chirurgicale, l'anatomie étant la base de cette réflexion. La célébration des 800 ans de la fondation de l'école de chirurgie de Montpellier est l'occasion de revenir sur l'individualisation progressive de la chirurgie dans l'ensemble de l'art médical. Cette prise de conscience est en grande partie due au développement de l'étude de l'anatomie fondant la démarche chirurgicale scientifique. Pratiquées dans l'Antiquité, notamment à l'école d'Alexandrie, les dissections anatomiques avaient été interrompues pour diverses raisons, religieuses et culturelles. Pendant plus de 1000 ans, les travaux chirurgicaux publiés furent pour l'essentiel des compilations des travaux des auteurs antiques, notamment de ceux de Galien. Ils laissaient le champ libre aux barbiers chirurgiens, regroupés avec les chirurgiens dans des confréries. Celle de Saint-Côme, fondée par Saint Louis au XIIIe siècle, était la plus connue. C'est dans le courant du XIVe siècle que les dissections anatomiques reprirent progressivement en Italie du Nord, avec les travaux de Mondeo, publiés à Bologne en 1316. Par la suite, les dissections se poursuivirent en Italie du Nord pendant 2 siècles de façon sporadique et officieuse, soit en plein air, soit dans des locaux médiocres. Mais le contexte religieux et social restait hostile, et il fallut attendre la fin du XVe siècle pour voir des séances de dissection s'organiser et intéresser un public. Et c'est en 1502 que Benedetti, un anatomiste né à Vérone et formé à Padoue, décrivit un théâtre d'anatomie démontable qu'il aurait utilisé à Venise. Les théâtres d'anatomie primitifs qui suivirent cette première tentative étaient des kiosques démontables, érigés en plein air et utilisés plutôt à la saison froide. Leur accessibilité progressive à un public grandissant, fasciné par la mort, à une époque où celle-ci était omniprésente et familière, conduisit à les sédentariser. Ils furent installés dans des bâtiments civils ou religieux qui existaient déjà. Des églises, comme à Bologne, des couvents, comme à Amsterdam, des hôpitaux, comme en Espagne, des universités, comme à Salamanque ou à Montpellier. Les dissections étaient faites soit dans des espaces aménagés du bâtiment, soit dans ces kiosques démontables installés dans une grande salle. Certaines églises ont pu voir leur autel transformé en table de dissection. C'est dans la seconde moitié du XVIe siècle qu'apparurent les premiers théâtres d'anatomie pérennes. Attends, il y a un truc là. Oui.
Oui, d'anatomie évolue à cette fonction en Espagne, aux Pays-Bas espagnols, en Italie du Nord et en France. Le premier aurait été construit à Salamanque en 1554. Il y a des... Voilà. Comment ça se fait que ça ne suit pas? À Salamanque en 1554, près d'une église pourvue d'un cimetière. Il fut suivi tout au long de la seconde moitié du XVIe siècle par ceux de Barcelone, de Bologne, de Padoue, de Saragosse et de Leyde. Installé dans une institution, ces théâtres avaient une durée de vie variable. Comment on peut s'en sortir? On n'en est pas là, hein? Pourquoi ça suit? C'est le truc qui suit. Vous voulez que je me mette là? Non, pas du tout. Mais, non. Là, vous étiez là. Voilà. Voilà. Donc le suivant, c'est celui-là, vous l'avez? Voilà, c'est celui-là. Une durée de vie variable. Certains étaient reconstruits et embellis, devenant de véritables œuvres d'art en raison de leur succès. Ils valorisaient le rôle d'enseignement des chirurgiens et des étudiants, ainsi que de distraction du public. Ce fut le cas notamment de ceux de Bologne et de Padoue. Non, il n'y a pas entre les deux. Non. Remontez pour voir, encore. Bien. C'est au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle que les théâtres d'anatomie connurent leur âge d'or en Europe, et notamment à Paris. Ils devinrent alors des constructions vraiment indépendantes, dont la plus ancienne aurait été faite à Londres en 1628 et la dernière à Charlottesville, en Virginie, vers 1825. Louis XIV avait fait aménager un théâtre d'anatomie en 1673 pour Pia Dionys au Jardin du Roi, qui existe toujours comme Jardin des Plantes à Paris. Féru d'innovation, oui, non, on a la suivante. Féru d'innovation, le roi lui avait demandé d'enseigner, contre l'avis de la faculté de médecine de Paris, comme il a été dit tout à l'heure, la circulation du sang découverte par Harvey en 1628. Ce théâtre a aujourd'hui disparu. Actuellement, 4 théâtres d'anatomie sont encore visibles à Paris. Le théâtre Saint-Côme. Ah oui, d'accord. Le théâtre Saint-Côme. Il est de forme circulaire, construit en 1695 par l'architecte Joubert pour les chirurgiens de la confrérie de Saint-Côme, et à leurs frais, au 5 de l'actuelle rue de l'École de médecine, qui est l'ancienne rue des Cordeliers. Il a servi de berceau, comme il vous a été dit tout à l'heure, à la naissance de la Société royale de chirurgie à partir de 1731, qui devint Académie royale de chirurgie en 1748. Actuellement, l'Académie de chirurgie a le projet de s'y réinstaller. Le théâtre Winslow. Il est de forme circulaire, construit en 1749, rue de la Bûcherie, par la Faculté de médecine de Paris, pour Winslow, grand anatomiste français originaire du Danemark. Il est actuellement complètement refait et la propriété d'un groupe immobilier qu'il a remarquablement restauré en a fait sa vitrine. Suivant. Le Grand Théâtre, inclus dans la faculté de médecine, construite en 1876, est de forme semi-circulaire, inspirée du Panthéon de Rome. Il fut construit en 1775 par l'architecte Gondouin, au 12 de l'actuelle rue de l'École de médecine. Il était destiné à remplacer le théâtre Saint-Côme, devenu trop petit et transformé en école de dessin. Il est aujourd'hui utilisé pour des événements comme la séance solennelle de l'Académie de chirurgie. Enfin, le théâtre Corvisart, il est de forme également circulaire, construit en 1798 au 49 de la rue des Saints-Pères, dans l'abside de la chapelle de l'hôpital de la Charité dont on a parlé tout à l'heure, devenue l'église ukrainienne de Paris. Ce théâtre est construit dans le fond de l'église, dans l'abside. Il est actuellement désaffecté. Suivant.
La conception de ces théâtres est très simple. Faire en sorte que chacun puisse voir et entendre par lui-même. Cette disposition est à l'origine du mot « autopsie ». Le théâtre de Padoue en est l'expression parfaite, avec sa forme d'un œil dont la pupille est la table de dissection. Bien voir suppose une forme circulaire au centre de laquelle se trouve la table de dissection et un éclairage suffisant par de larges baies vitrées qui furent complétées par des candélabres. Bien entendre est favorisé par la disposition en entonnoir des gradins, de taille relativement modeste, la taille relativement modeste de la construction et la forme volontiers hémisphérique du plafond renvoyant le discours. Ainsi était assuré, la suivante, le rôle de ces théâtres d'enseignement pour les chirurgiens et les étudiants et de distraction pour le public. Mais certains théâtres conservèrent une forme rectangulaire et non pas circulaire, comme pour des raisons décoratives, comme celui de Bologne dans le palais Archiginasio. Suivante. Le déroulement des séances était ritualisé de la même façon pour les étudiants, pour les chirurgiens, comme pour le public. L'enseignement était fait du haut d'une chaire par un maître chirurgien ou un professeur d'anatomie, qui étaient souvent les mêmes. Les dissections étaient faites par un dissecteur ou prosecteur. Les aides d'anatomie jetaient les déchets aux chiens. Ces manifestations étaient très courues et donnaient lieu parfois à de grandes fêtes, notamment au Jardin du Roi à Paris. La suivante. Leur organisation était complexe et demandait l'aide d'un régisseur. Il fallait des moyens financiers et l'assistance pouvait être payante. Il fallait des cadavres, et ceux des isolés, des indigents, des condamnés, des étrangers ou des rôdeurs faisaient l'affaire. Mais la disette était endémique et pouvait conduire à des trafics très pénibles, expliquant l'installation près de cimetières de nombreux théâtres d'anatomie. Celui de Saint-Côme aurait été construit près d'un ancien cimetière cédé par le couvent des Cordeliers. Suivante. Ce mélange très ambivalent du profane et du sacré ne manque pas de surprendre aujourd'hui. Le rituel profane valorisait les progrès de la connaissance et de la science. Le rituel sacré était hanté par la mort. Mais le corps humain était considéré alors et respecté comme une image divine, à une époque imprégnée de valeurs religieuses et où la foi en la résurrection des corps était encore très répandue. Suivant. Cette dualité explique la richesse décorative des plus beaux théâtres d'anatomie, tels ceux de Leyde, de Bologne ou de Padoue, associant des références religieuses chrétiennes et des références profanes aux grands anatomistes et à leurs travaux. Suivante. La richesse de ces théâtres a laissé à la chirurgie un héritage immense, héritage scientifique, après la rupture par Vézal avec l'enseignement figé hérité de Galien. Héritage artistique des grands ouvrages d'anatomie suivante, de cette période aux magnifiques illustrations d'une grande précision, tels ceux de Vézal à Padoue, d'Albinus et de Bidlot à Leyde, de Pirogov à Saint-Pétersbourg et de Bourgerie à Paris. Héritage technique des grands chirurgiens français, comme Ambroise Paré fut le premier à publier ses travaux en français. Suivante. Héritage politique enfin, qui vit l'essor et le rayonnement de la chirurgie française au XVIIIe siècle, comme il vous a été expliqué tout à l'heure. La richesse et la modernité de l'enseignement de l'anatomie favorisèrent en effet le développement d'une chirurgie de qualité faite par des grands maîtres chirurgiens. Devenant une spécialité médicale enseignée en français à la faculté de médecine, la chirurgie échappait progressivement aux barbiers chirurgiens qui se convertissaient en perruquiers. Suivante. La conversion de la confrérie de Saint-Côme, installée dans le théâtre d'anatomie de Saint-Côme, en Société royale de chirurgie en 1731, en fut le symbole. Conduite par son fondateur Georges Maréchal, elle devint l'Académie royale de chirurgie en 1748. Un grand Montpelliérain, François Gigot de la Péronie, en fut le premier président.
Germain Pichot-Damartinière en fut le président prestigieux pendant de longues années. François Quesnay, enfin, en fut le secrétaire perpétuel, dirigeant l'édition des mémoires de l'Académie royale de chirurgie à partir de 1743. Suivante. La méthode anatomoclinique fut l'aboutissement, avec Xavier Bichat et Jean Cruvellier en France, au début du XIXe siècle, de la rigueur scientifique héritée de l'étude de l'anatomie. Elle banalisa progressivement la pratique des dissections dans une logique à la fois diagnostique et thérapeutique. Elle diminua l'intérêt des théâtres d'anatomie pour les étudiants et pour les chirurgiens, qui tous disposaient maintenant d'ouvrages de référence plus abordables et précis et pouvaient faire des dissections de plus en plus facilement dans les laboratoires des hôpitaux et des facultés. C'était l'époque de l'affirmation de la chirurgie comme spécialité de l'art médical. Le chirurgien était un médecin comme les autres, mais qui soigne avec ses mains. C'est également l'époque de l'extinction des barbiers chirurgiens. Enfin, attiré par de nouvelles distractions collectives comme les foires, les cirques, le public se désintéressait progressivement des dissections anatomiques. Suivante. En conclusion, les théâtres d'anatomie représentent une période très féconde de l'histoire de la chirurgie passée en 3 siècles, de la médecine antique à la médecine moderne. La médecine antique, enseignée par Galien et les autres grands médecins de l'Antiquité gréco-romaine, avait été transmise en Europe au milieu du Moyen Âge par les Byzantins, formée par les grands médecins arabes et perses comme Averroès et Avicenne. Suivante. La chirurgie s'est émancipée de sa matrice médicale par l'apprentissage avec l'anatomie de la démarche scientifique de plus en plus rigoureuse sur laquelle reposait un savoir-faire reconnu et diffusé dans toute l'Europe par l'Arrêt et les chirurgiens de la Grande Armée, avant d'être repris en France par les générations de Dupuytren, puis de Bérard, de Malgaigne et de tous ceux qui les suivirent. Suivante. Je vous remercie beaucoup de votre patience.